amis de l'histoire et du roman historique. Donc 4e épisode sur la France-Afrique. Donc cette fois-ci, les autres fois on avait vu longuement Histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, écrit à au moins 4 mains sur non plus. 4 mains non, donc il y a 4 intervenants essentiels et puis d'autres intervenants. Donc c'est un livre riche et bourré d'informations sur l'Afrique de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui même. Voilà. Donc à lire. Donc ça pourrait être la base de romans historiques sur l'Afrique de ces époques-là. Et ça, c'est un roman qui n'était pas à l'origine un roman historique, mais qu'on peut considérer aujourd'hui comme un roman historique, puisque ça a été écrit au XXe siècle. Et puis c'est une œuvre savoureuse, très intéressante, très bien écrite, d'Amadou Kourouma, qui est ivoirien, et ça s'appelle « En attendant le vote des bêtes sauvages ». Voilà, donc on va se pencher sur celui-ci cette fois-ci. Donc on va commencer à lire la page de garde. Donc Amadou Kourouma, en attendant le vote des bêtes sauvages, dans un pays africain imaginaire, le vénérable président dictateur Koyaga écoute durant 6 veillées les louanges chantées à son honneur. Repu de compliments, il ne soupçonne pas l'ambiguïté et les féroces critiques que ces flatteries dissimulent. En s'inspirant de la tradition des contes africains, Amadou Kourouma dresse, par la grâce d'une langue chatoyante, ça c'est vrai, et d'un humour caustique, c'est vrai aussi, une flamboyante satire des dictatures africaines. Voilà. C'est une citation de l'ouvrage « Si Dieu tue un riche, il tue un ami. S'il tue un pauvre, il tue une canaille. » Voilà l'esprit. Né en Côte d'Ivoire en 1927, Amadou Kourouma est l'un des écrivains majeurs du continent africain. Il est notamment l'auteur de Monnaie, Outrage, Défi et de Allah n'est pas obligé, le prix Renaudot 2000. Voilà. Et donc on va lire quelques passages. Donc page 9, Koyaga. Page 9. Il écrit d'autres livres. Il y a notamment « n'est pas obligé ». Quand on refuse, on dit non. C'est très savoureux. Donc, quand on refuse, on dit non. C'est à lire vraiment. Ça a été publié en 2004, celui-là. Et puis plusieurs autres ouvrages très bien écrits. Alors, page 9. Votre nom, Koyaga. Votre totem, faucon. Vous êtes soldat et président. Vous restez le président et le plus grand général de la République du Golfe, tant qu'Allah ne reprendra pas que des années et années encore, il en préserve, qu'il ne reprendra pas le souffle qui vous anime. Vous êtes chasseur, vous resterez avec Ramsès II et Soutiata, l'un des plus grands chasseurs de l'humanité. Retenez le nom de Koyaga, le chasseur et président dictateur de la République du Golfe. Voilà que le soleil à présent commence à disparaître derrière les montagnes. C'est bientôt la nuit. Vous avez convoqué les 7 plus prestigieux maîtres parmi la foule des chasseurs accourus. Ils sont là, assis en rond et en tailleur autour de vous. Ils ont tous leur tenue de chasse. Les bonnets phrygiens, les cottes auxquelles sont accrochés de multiples gris-gris, petits miroirs et amulettes. Ils portent tous en bandoulière le long fusil de traite et arborent tous dans la main droite le chasse-mouche de maître. Vous, Koyaga, trônez dans le fauteuil au centre du cercle. Maclédio, votre ministre de l'Orientation, est installé à votre droite. Moi, Bingo, je suis le Sora. Je louange, chante et joue de la kora. Un Sora est un chantre, un ahed qui suit les exploits des chasseurs et encense les héros chasseurs. Retenez mon nom de Bingo, je suis le griot musicien de la confrérie des chasseurs. L'homme à ma droite, le saltabanque, accoutré dans ce costume effrayant avec la flûte, s'appelle Tiekura. Tiekura est mon répondeur. Un Sora se fait toujours accompagner par un apprenti appelé répondeur. Retenez le nom de Tiekura.
mon apprenti répondeur, un initié en phrases purificatoires, un fou du roi. Nous voilà donc tous sous l'apatame du jardin de votre résidence. Tout est donc prêt, tout le monde est en place. Je dirai le récit purificateur de votre vie de maître chasseur et de dictateur. Le récit purificateur est appelé en malinké un donsomana. C'est une geste. Il est dit par un sora accompagné par un répondeur corduna. Un cordoua, excusez-moi, est un initié en phase purificatoire, en phase cathartique. Tiekura est un cordoua et comme tout cordoua, il fait le bouffon, le pitre, le fou. Il se permet tout et il n'y a rien qu'on ne lui pardonne pas. Voilà, alors page 13, Légion d'honneur. Page 13. J'ai du mal avec mon petit plâtre là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah. C'est casse-pied d'être handicapé. Enfin, c'est casse-main en l'occurrence. Voilà. Alors, ça fait quoi ça? D'accord. Ce fut un regrettable quiproquo sémantique. Ce n'était pas vrai. Les Français et Blaise Diagne, le premier député nègre du Sénégal chargé du recrutement des Noirs, ne cherchaient pas de lutteurs. Ce qui les préoccupait était plus chaud que la cause qui amène le caïman à fuir le marigot. Ils réclamaient et appelaient des guerriers nègres pour l'au-delà des mers. La guerre désolait les terres et villages de France, explique le ministre de l'Orientation Maclédio, assis à la droite du général maître chasseur. Malheureusement, dans le langage des montagnards, c'est le même vocable qui dit bagarre, lutte et guerre. Et Chao se présenta au commandant du cercle administratif colonial pour aller participer à un vaste championnat du monde de lutte qui se déroulait au-delà des mers. Les Français l'accueillirent, le félicitèrent de son patriotisme. Il était le premier homme nu à répondre à l'appel pathétique de la mère patrie, la France en danger. Ils l'engagèrent et l'expédièrent à Dakar dans un régiment de tirailleurs sénégalais en partance pour Verdun en 1917. Chao sut la différence entre guerre et lutte quand, dans les tranchées, son régiment fut soumis à un brutal et assourdissant pilonnage de l'artillerie allemande. Durant 3 lunes entières, les fracassants pilonnages se poursuivirent avec la même intensité. Chao, en authentique homme nu, en authentique montagnard, ne pouvait pas attendre en résigné de la mort dans la boue et le froid des boyaux, expliquait Tiekura. Un matin, Chao se fâcha et, en dépit de l'ordre du sergent, escalada, se précipita dans les tranchées d'en face, surprit les Allemands, en doit 5 à la baïonnette. Le 6e lui arriva dans le dos, l'assomma à coups de crosse, happa son corps à la baïonnette et le jeta sur le terre-plein. Les Français rampèrent, le récupérèrent et constatèrent qu'il restait quelque part dans un des orteils du montagnard un petit bout de vie. Ils s'acharnèrent sur lui et parvinrent à le ramener et à le soigner. C'était un exemple, un héros. Ils le citèrent à l'ordre de l'armée et le décorèrent des 4 plus prestigieuses distinctions militaires françaises. La médaille militaire, la croix de guerre et la Légion d'honneur, et la médaille coloniale. Le convalescent Chao regagna les montagnes sans force, mais chamarré de ses médailles. Dans les montagnes, les efficaces praticiens coururent, et en y allant des feuilles, des racines et de la magie, parvinrent à lui faire retrouver tous ses moyens, même son adresse et son courage d'antan de champion de lutte. C'est quand totalement rétabli, l'ancien combattant voulut sortir qu'il se rendit compte du dilemme qu'il lui fallait nécessairement trancher. Il pouvait bien se débarrasser des habits, retourner à la nudité originelle, mais dans ce cas, il serait contraint de sortir sans les médailles. Les médailles ne tenaient pas dans les cheveux, ne se pendaient pas au cou, ne s'attachaient pas à l'étui pénien. On ne pouvait pas exhiber les médailles sans nécessairement porter la vareuse de l'armée française que l'armée française lui avait laissée. Chao hésita. Un matin, il se rebiffa, osa sortir de son fortin serré dans sa vareuse chamarrée
de médailles en vue et au sus de tout le village de Chauchi. Les anciens se réunirent dans les bois sacrés, prodiguèrent des conseils d'abord, puis brandirent des menaces. Rien n'y fit. Chao continua, serré dans sa vareuse chamarrée de médailles, à se pavaner matin et soir par tous les chemins des montagnes. D'où conflit. Alors, page 67, 100 000 francs. 100 000 francs, ça effa, hein. 67. Page 67. Page 67, d'accord. Ah, maître chasseur Koyaga, vous êtes de la race des bien-nés, que l'épervier pond et que le corbeau couve. Vous êtes de la race de ceux qui fendent la grande brousse le matin, de ceux qui vont toujours trempés par la rosée, qui sont toujours trempés par la rosée. Votre mère, experte dans la géomancie, elle est détentrice d'une météorite, a pour confident, maître et ami un marabout qui n'eut ni père ni mère et qui possède un Coran multicentenaire. Pas de jour qui ne se révèle et ne se couche sans qu'elle expose pour vous et votre nom, vous, son unique fils, de chaud sacrifice. Le destin n'a jamais surpris ceux qui en permanence sont dans les sacrifices sanglants. Le malheur les évite. Sur leur chemin, ce ne sont pas sur les cailloux de la déveine qu'ils butent, mais sur ceux de l'avantageuse chance, poursuit le répondeur Tiekura. Au débarquement, comme rapatrié sanitaire, vous fûtes évacué sur l'hôpital militaire. On vous examina. Alors ça c'est le fils de Chao, hein, le fameux Koyaga. Hein, voilà. Donc c'est un autre tirailleur. On vous examina. Vous étiez, donc c'est le fils du premier. Vous étiez entier comme une carpe de fin de saison de pluie, sain comme la gousse d'un baobab de cimetière. Vous pouviez réengager si vous le désiriez, continuer à acquérir des grades dans les tirailleurs. Il vous fut expliqué qu'on ne devait demander plus de Paléos pour l'Extrême-Orient, mais pour l'Afrique du Nord, d'Algérie, où les Français avaient ouvert un nouveau chantier de guerre coloniale. Au bureau du capitaine, on vous détaille de nombreux avantages attribués aux réengagés pour l'Algérie, et vous payez à comptant le pécule d'anciens combattants d'Indochine, plus de 100 000 francs CFA. C'était à l'époque trop d'argent pour le jeune montagnard que vous étiez, un peu plus que ce que vous pouviez rêver et que ce dont vous aviez besoin. Trop riche, vous avez tout négligé et oublié, et tout de suite du bureau, vous avez couru pour vous procurer un fusil, le mettre en bandoulière et attraper le premier taxi brousse en partance pour la montagne. Complète le répondeur. Nous lui avons organisé un accueil, comme j'étais de la partie parce que Koyaga était déjà un maître chasseur. Nous lui avons monté un accueil à la hauteur de sa gloire, de sa fortune et de sa chance. De la petite colline surplombant à Ramaka, en fromager du bureau postal, des chasseurs furent alignés. Leurs fusils de trèpe donnèrent des salves d'accueil dès que le postal se dégagea du nuage de poussière. Les vautours et les chauves-souris géantes s'échappèrent des touffes des manguiers et des tamariniers et se mêlèrent à la fumée des fantasias. C'est sous un ciel plombé que vous avez eu le privilège d'accueillir Koyaga. Vous étiez maître à côté de la mère du héros, la voyante Najuma. Vous aviez été invité à accueillir un chasseur exceptionnel. Le chasseur était un héros de guerre, le héros un homme riche. Ce fut votre première rencontre avec Koyaga, explique Macledio. Ah, Tiekura, la première rencontre avec un bienheureux est toujours différente du contact avec un miséreux. Le premier Harmattan était le fils de l'homme et de la femme nue. Le futur guide suprême négligera aucun autre Harmattan de votre vie, poursuit le répondeur. Jamais les montagnes Paléos
n'engendreront de plus féroces tueurs de bêtes que vous, Koyaga. Alors, donc on en est ensuite l'Algérie, page 78. Page 78, Algérie. Le séjour et la guerre d'Algérie durèrent moins de 2 années. Le général de Gaulle, de sa retraite de Colombelle et deux églises, comme un vieux caïman, les yeux demi-ouverts, suivait de loin les événements d'Algérie. Un matin, il se fâcha. Le grand soldat qu'il était ne pouvait pas supporter l'inefficacité et l'enlisement de l'armée française en Algérie. Sans hésiter, il s'empara du pouvoir en France. Une fois à l'Élysée, arrêta la guerre, fit embarquer les colons d'Algérie, les pieds noirs, et les soldats français pour Marseille. Les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais furent tous renvoyés chez eux pour être démobilisés. La France venait de renoncer définitivement aux guerres coloniales. Koyaga se trouva dans la capitale de la République du Golfe. Il sollicita, comme ses camarades rapatriés d'Algérie, des autres pays africains, son intégration dans la jeune armée nationale en constitution. Il fut très surpris de savoir que leur demande n'avait pas été agréée. Le président de la République ne voulait pas des paléos mercenaires qui avaient passé toute leur vie de soldats de fortune à guerroyer contre la liberté des peuples colonisés. Koyaga et ses collègues postulèrent pour des emplois réservés. Ces emplois étaient attribués à ceux qui avaient participé à la résistance, ceux qui avaient lutté contre le colonisateur, j'ai du mal, mais non à des mercenaires paléos. Les rapatriés d'Algérie devaient retourner à la terre, au village, ou vivre comme chômeurs dans les villes. Les autorités françaises payaient des indemnités de démobilisation et des pensions militaires aux rapatriés d'Algérie. Koyaga et ses tirailleurs paléos se présentèrent à l'ambassade de France pour percevoir ces pécules. Il leur fut d'expliquer qu'à la demande du président de la République, père de la nation et de l'indépendance, les indemnités de démobilisation et les pensions militaires étaient reversées au Trésor national de la République du Golfe. Le trésorier national chargé du règlement, quand il en aura le temps, convoquera un à un les bénéficiaires. Devant tant de refus d'intransigeance, Koyaga retourna au village et consulta les géomanciens, la maman Nadjouma et le marabout Bocano. Ils lui apprirent ce qu'était le président Fricassa Santos. Il avait pour totem le serpent boa et pour surnom l'élégant gentleman, le Yovo. L'élégant gentleman au totem boa était un grand initié, un puissant sorcier qui craignait la fin tragique que des devins lui avaient prédite. Il avait été prévenu contre les anciens combattants. Il avait été conseillé au chef d'État par des devins de la présidence de ne jamais accepter, tolérer dans l'armée nationale des anciens combattants d'Indochine. Parce qu'il existait parmi les anciens combattants paléos un homme dont la sorcellerie était très forte et qui pourrait assassiner malgré tout les talismans qu'il portait et les lavements mystiques qui le protégeaient. Voilà. Alors, page 94, Likan. 94, Likan. Alors, il est maintenant 1h du matin ce dimanche. Toute la capitale, c'est-à-dire toute la République du Golfe, est sous l'autorité à la merci des sous-officiers conjurés, sauf la présidence. Tous les responsables politiques militaires de la capitale, c'est-à-dire de tout le pays, sont arrêtés, sauf la personne du président Fricassa Santos. Et tant que le président Fricassa Santos est vivant et libre, absolument rien n'est encore fait. Le président est l'essentiel. Arrêter tout le monde sans le président, dans un complot, revient à celui qui doit manger un rat à n'avoir consommé que la queue, quand le gros rat reste à croquer. Les conjurés confient les hautes missions d'investissement de la République et de l'arrestation du président Fricassa Santos aux plus intrépides et téméraires, aux plus adroits, aux plus thaumaturges des sous-officiers, le maître chasseur Koyaga. L'intrépide soldat qui s'est illustré en Indochine et en Algérie accepte l'honneur d'effectuer les missions. Tous ses collègues bruyamment l'applaudissent.
et le félicite. Koyaga convoque les soldats, les aligne. Il sélectionne 20 tirailleurs paléos parmi ceux qu'il a connus ou qui se sont illustrés en Algérie ou en Indochine. Vous êtes ma meute de 20 Lycaons, leur annonce-t-il. Un tirailleur, il demande ce qu'était une meute de Lycaons. Et pourquoi une meute de Lycaons? Koyaga répond avec le sourire. Les Lycaons, encore appelés chiens sauvages, sont les fauves les plus méchants et féroces de la terre. Si féroces et méchants qu'après le partage d'une victime, chaque Lycaon se retire loin des autres, dans une forêt pour se lécher soigneusement et faire disparaître la pelure de la moindre trace de sang. La meute dévore sur place tous les membres de la bande, négligemment nettoyés, les croyant blessés, explique-t-il. Nous tuerons sans hésiter celui qui parmi nous paraîtra frotter, douter ou reculer, conclut-il. Publiquement, Koyaga attribue fusil et talisman à chaque Lycaon. Il s'attache au cou et se bourre les poches de puissants gris-gris et sortilèges. Et, curieusement, ne s'arme que d'un arc et de son carquois chargé de flèches en bambou. Koyaga et ses hommes sont totalement maîtres de la concession présidentielle. En tête de 6 Lycaons, le maître chasseur pénètre dans le portail. Les autres membres du commando sautent les murs. Tout le monde se trouve dans le jardin et sous les ordres du sergent-chef Koyaga et de ses adjoints. Ils assignent des postes à chaque mutin, comme ils ont eu à installer des embuscades en Indochine et au Djebel. Ils courent, courbés, pour se poster, se camoufler. Voilà. On va lire la suite. Alors, page 104, Tima. Page 104. Page 104. Il y avait Tima. Qui était ce Tima? Son père fut un chef, un grand chef du Nord, mais ce ne furent point la fortune et la puissance du père qui payèrent les études agricoles du petit Tima en France. Le chef avait acheté ou enlevé trop de femmes qui avaient procréé trop d'enfants. Le chef n'eut jamais le temps ni le souci de compter le nombre de ses progénitures, à plus forte raison de se consacrer à leur éducation. À 7 ans, le petit Tima était mignon, comme un jeune margouillat lisse, et l'instituteur pédophile qui l'accueillit en fit à la fois un fils, un petit boy et un amant. Les premières sociétés coloniales étaient trop viriles et simples pour comprendre les nuances, accepter des particularités, tolérer des vices comme celui de l'instituteur. Elle excluait toutes les choses et tous les gens compliqués. L'instituteur fut obligé vite fait de regagner la France avec son petit nègre mignon. En France, Tima effectua au lycée et à l'université toutes les études interdites aux Noirs colonisés de statut indigène. Il termina comme ingénieur agricole, le premier ingénieur de toutes les ethnies sauvages du Nord. Son maître et tuteur pédophile était communiste. Il était même conseiller municipal de sa commune natale de la banlieue grenobloise, où il se retira. Sans cesse, il avait demandé au jeune Tima de faire de la politique, de lutter contre le capitalisme et le colonialisme, de libérer son pays natal. Tima avait fini par croire qu'il était chargé d'une mission. Avec les débuts de la colonisation, de l'extension du droit de vote à tous les nègres, même en montagnards nus, Tima put retourner en Afrique. Il s'était mépris en pensant que tout serait facile, voire acquis d'avance. Il avait cru qu'il lui suffirait d'une fois débarqué de la nacelle sur le wharf de tirer de la cantine les originaux de tous ses diplômes et de se faire reconnaître comme un des fils du grand chef des hommes nus pour obtenir les suffrages de tous ses compatriotes nordistes et se faire élire député de sa région et de son ethnie. Il se heurta à l'ostracisme des métis brésiliens et à la défiance, à la jalousie du grand-père qui avait succédé à leur père. Il voulait réaliser une exploitation agricole, mettre sa science au service des peuples nus et de leurs terres arides. On lui refusa les moyens. Il se lança dans la politique, créa la Ligue du Nord. Le parti fut combattu par les pouvoirs locaux et l'administration coloniale française parce qu'il se présentait socialiste et réclamait la collectivisation des biens de production. Quand la colonie du Golfe eut son indépendance, le gouvernement
du président Fricassa Santos l'accusa de complot et le mit au fer. Il s'échappa et se réfugia dans un pays voisin où tous les soirs à la radio, il vilipendait le dictateur au pouvoir dans son pays et dénonçait la politique néocolonialiste de l'Union française, du général de Gaulle et de l'Occident de la liberté. L'Occident de la guerre froide, la France et l'Union française 5 fois non, ne voulurent pas de Tinna comme chef d'État. C'était un refus définitif et formel. Ils tolérèrent que Tinna soit le président de l'Assemblée nationale provisoire. Tinna obtint la présidence de l'Assemblée dans le partage. Voilà. Donc c'est un des personnages du livre, quoi. Page 150, le génie méchant. Page 150. Page 150. Pendant 8 siècles, la mythologie et les génies contentèrent les Sangais. Les cultes olais restèrent immuables. Avec la colonisation qui les frappa, les réprima et les dispersa à travers toute l'Afrique de l'Ouest, les Sangais s'aperçurent qu'il manquait une catégorie à leur univers, la méchanceté, les dieux et leur panthéon, les méchants. Ils créèrent les Akas, les Okas. Les Okas sont des génies méchants. L'état-major des génies méchants est calqué sur l'organisation de l'administration coloniale. C'est ainsi que dans cet état-major se trouve le génie méchant Gomo, le gouverneur, le général Malia, le général des militaires, le King Zuzi, le roi des juges, le sectaire, le secrétaire de l'administration, et le caporal Gardi, le caporal des gardes. L'administrateur colonial Crociccia, qui termina gouverneur des colonies, voulut par la force interdire les danses de possession. Il n'y parvint pas. Il gagna lui-même d'être divinisé sous la forme du plus méchant des méchants génies, le Crociaïa ou commando Magu, le commandant mauvais. Un demi-siècle après la colonisation, Crociccia continue à s'incarner dans les Sangais, à les chevaucher et à parler par leur bouche, ajoute Macledio. Après 1960, avec les indépendances, le parti unique de Diori et le dictateur militaire du général Kouché à Niamey, capitale du Niger, les Sangais inventèrent les génies menteurs. Les génies menteurs ressemblaient à leurs compatriotes politiciens des villes qui, chaque dimanche, débarquaient dans les villages et font des promesses qui ne sont jamais tenues. Comme les autres dieux, les génies menteurs s'incarnent dans le danseur Sangai, le chevauche et mente par la bouche du possédé. Mais depuis que l'Afrique et les Sangais existaient, jamais au cours d'une danse de possession un homme couvert de koalin et de pagnes multicolores n'avait surgi de la brousse avec une bourse d'or. Macledio était et ne pouvait être qu'un génie, le génie de l'or. Le nouveau génie fut appelé Maclesani, complète Tiekura. Les possédés, qui avaient chapardé des pièces d'or, furent traités avec férocité et à faire crever un âne sans parvenir à les anéantir et même simplement saigner. On leur fit ingurgiter de puissants purgatifs qui parvinrent à leur faire rendre les butins qui furent nettoyés et restitués à Macledio. Un génie ne s'agresse pas, ne se vole pas. Les possédés fautifs la prirent dans les affres de la douleur complète le répondeur. Le génie se soigne, se respecte. Macledio, dans la meilleure case du prêtre, vécut comme un prince. Il parvint à maintenir son statut, son auréole de Dieu, en gratifiant chaque jour un habitant pris au hasard d'une pièce d'or. Il était donc un génie qui, chaque jour, réussissait un miracle. À vue d'œil, la bourse de Macledio s'allégeait. Alors, page 195, les caisses de l'État. 195. Les caisses de l'État.
Dans l'Afrique actuelle, tout le monde le sait et l'admet. Et jamais un Africain ne sera assez mesquin pour chercher à savoir ce qui se trace sur les comptes du chef que le suffrage universel a désigné. On ne regarde pas chez nous dans la bouche de celui qu'on a chargé de décortiquer les arachides de la communauté ou dans la bouche de celui qui fume les agoutis chassés par tous les villages. En Afrique, nous faisons confiance à nos chefs. Il y a près d'une heure que la promenade se poursuit. Le dictateur au totem caïman, pour chaque enjambée de Koyaga, effectue 3 pas. Il continue à marcher sans apparemment accuser un trait, une goutte de fatigue. Il continue à parler, à naciller à son rythme, plaçant les mots les uns après les autres, comme si le temps dont il disposait était à l'instar des exploitations sans limite. Les conseils dans le gouvernement des hommes, dans la gestion d'un État, sont parfois entrecoupés de savantes explications techniques sur la culture des ananas. L'homme au chapeau mou aimait se faire appeler paysan. Il en était un vrai. Il avait les travers du villageois madré, mesquin, rancunier, mais parfois simple et généreux. C'est un personnage à l'image comment il s'appelle, du premier président de Côte d'Ivoire. Il était resté un paysan par l'amour qu'il vouait à la terre, par la connaissance qu'il avait des végétaux et des saisons. Il n'avait jamais oublié qu'il avait acquis le pouvoir suprême et la responsabilité du parti unique par l'association des planteurs. Bien sûr, la plantation familiale par laquelle il avait commencé, c'est au Fouet-de-Boigny, par laquelle il avait commencé, ne ressemblait pas à l'exploitation moderne qu'il vous faisait visiter. Une exploitation qui ne paraissait pas avoir de limite. Dès qu'il accéda à la magistrature suprême, l'homme au totem caïman, au Fouet-de-Boigny, décréta des avantages multiples pour les membres de son syndicat de gros planteurs. Des avantages qui allaient d'abord et directement au président paysan lui-même. Au-delà de 1000 hectares de surface cultivée, l'agriculteur avait droit à des ingénieurs, à des tracteurs, à des engrais, à des insecticides, le tout à titre gratuit. Les exploitations du dictateur étaient labourées, plantées, entretenues, récoltées aux frais de l'État. Ces récoltes étaient commercialisées par sa propre entreprise et non par la caisse de stabilisation des produits agricoles. Lui seul avait le droit, dans la République, d'utiliser un autre canal que la caisse pour l'exploitation de ses récoltes. La caisse qui pourtant avait la tâche quotidienne de livrer au président des sacs de billets pour ses menues dépenses de président de la République et de parti unique. Tous les paysans de la République étaient exemptés d'impôts. Et l'homme au totem de Saurien, de loin la première fortune de la République, ne versait pas un seul non dans les caisses de l'État. Voilà. Au Fouet-de-Boigny. Alors, page 233, en 2000. Page 233. 233. Et ça finit où, etc. Alors, mais à vouloir balancer trop loin le crapaud, on finit par le jeter dans le bonheur d'une mare. L'homme au totem léopard était né pour la force publique, et la force publique était façonnée pour lui. Dans la force publique, il apprit à comptabiliser, à dactylographie et surtout le journalisme, et il en apprit donc assez pour passer le certificat d'évolué. Il faut savoir que les missions de l'administration coloniale pensaient avoir réussi dans leur programme de formation bien au-delà de leurs propres attentes. Elles avaient réussi à former, sans s'en rendre compte, 5 universitaires, et oui, en 50 années. Elles étaient en avance sur le programme prévu. La formation des intellectuels n'avait pas prévu avant l'an 2000. En avance aussi sur le programme, trop en avance, ce qu'on rencontrait dans les villes du grand fleuve. Proliféraient dans les rues des nègres singeant parfaitement le blanc,
dans la démarche, l'accent, le port des vestes, cravates et même des nœuds papillons. Ils avaient vu ou entendu parler des indigènes des possessions françaises. Les indigènes de l'autre rive du fleuve avaient obtenu leur indépendance. Les Français s'étaient débarrassés de leurs possessions, les avaient cochonnés en les laissant à des nègres démagogues. Il fallait courageusement gérer les nouvelles donnes. Les bons pères et l'administration coloniale de la République du Grand Fleuve, le Zaïre, chrétiennement le firent en créant le certificat d'évoluer ou d'évoluement pour leurs indigènes, un certificat qui permettait de distinguer les indigènes du Grand Fleuve européanisé, tel l'homme au totem léopard, de leurs compatriotes toujours sauvages. L'examen était trop méticuleux, il fallait savoir un tas de choses de ce qui était blanc, boire avec un verre sans aspirer le liquide par le nez, et oui, manger avec des fourchettes sans laisser dégouliner des miettes par les commissures, se moucher et cracher dans un mouchoir, viser juste le trou du cabinet à la turque avec un solide étron, un caca bien moulé, embrasser sa femme avant de la baiser sans caresse vicieuse et ne baiser qu'elle monte toute l'année, ne baiser qu'elle toute l'année, proclamer sa loi en la Bible qui dit la bénédiction des Blancs et la malédiction des Noirs, et reconnaître donc comme loi naturelle et irréversible la prédominance de la lumière incarnée par le blanc et les ténèbres, le noir, ajoute le Cordona. On n'apprend pas l'eau ni à nager au jeune caïman. L'homme au totem léopard, qui avait appris l'alphabet avec la femme d'un juge blanc, la religion avec le théologien du petit séminaire, le droit avec les officiers de la force publique, ne pouvait pas échouer à un tel examen. Il obtint son certificat 20 sur 20. Donc son modèle, c'est l'autre là derrière, là, c'est Mobutu. Hein, voilà. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour du livre sur certains aspects. Donc lisez-le, hein, c'est de la belle littérature. Voilà, donc d'Amadou Kourma, en attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà. Je vous dis à très bientôt, hein, là dans 15 jours, et bon week-end à tous. Et puis moi je lâcherai pareil, ce sera mieux.